Bien, bonjour, bon après-midi. Donc je prends la suite de Dominique Blanc pour vous présenter Maria Bohigas. Si vous n'étiez pas là ce matin, donc je la présente en quelques mots et puis ensuite on va parler de son parcours d'éditrice, donc elle va parler d'elle-même. Donc Maria Bohigas a été traductrice pendant de longues années. Elle a vécu en France, en Catalogne et en Amérique latine, elle va nous dire ça. Et puis un jour, elle s'est installée définitivement à Barcelone. Elle est née à Paris, je le précise, elle nous dira pourquoi. Un jour, elle s'est installée définitivement à Barcelone et elle s'est lancée dans l'aventure d'une maison d'édition, qui en fait est une nouvelle maison d'édition, mais qui est la reprise d'une autre maison d'édition, qui est une maison historique, qui a un rapport personnel et familial avec elle, mais aussi avec les objectifs qu'elle s'est fixés pour rentrer dans cette aventure. Voilà. Je vais d'abord lui demander donc qu'elle nous présente ce parcours et sa maison, et ensuite je lui poserai des questions sur les différentes étapes et sur le type de publication qu'elle a en cours et qu'elle a déjà réalisé. Bon après-midi. Je suis née à Paris parce que mes parents ont émigré à Paris pour des raisons partiellement politiques. Mon père était interdit d'études universitaires, à une époque où un certain consul de France, dont j'ignore le nom, avait vraiment ouvert grand la porte à travers les bourses d'études aux étudiants brillants et en situation, disons, délicate avec le régime. Donc mes parents ont émigré en principe pour faire le doctorat que mon père ne pouvait pas faire en Espagne, et ça durait 50 ans, ce qui était très fréquent à l'époque. Et il n'a d'ailleurs jamais fait son doctorat. Et donc je suis issue d'une famille où l'on parlait catalan. C'était vraiment la langue familiale, c'était vraiment une cellule où l'on parlait catalan, en même temps que j'ai grandi totalement immergée dans la société française, et que c'est en réalité ma langue littéraire, la langue d'accès à la littérature, la langue de construction de l'imaginaire littéraire. Pour moi, c'est le français, et ça continue. Ce qui pose des problèmes intéressants et sérieusement emmerdants, c'est que j'ai un goût français au moment où je m'adresse à un public qui n'est pas français. Donc ça a demandé tout un travail d'adaptation et de compréhension de la biographie lectrice du public auquel je m'adresse. Et c'est en ça que l'édition est passionnante, c'est que finalement c'est une manière de prendre le pouls d'une culture en construction, de prendre conscience que tout est construit et que par conséquent tout est politique en dernier ressort. Et j'avais eu la tentation, dans toute famille d'émigrés, je pense qu'il y a l'oiseau qui vit de la légende du retour. Je crois que depuis toute petite, j'avais cette espèce de nostalgie de l'endroit perdu, cette idée que c'était une erreur finalement, que d'être né là où j'étais né, qu'il fallait réparer cette erreur et retourner au bercail. Il m'est arrivé ce qui arrive à tous les enfants d'émigrés qui font l'expérience: ils retournent au bercail, ils s'aperçoivent que ça n'était pas un bercail. Et qu'on peut partager un vocabulaire, mais qu'on ne partage pas le même sens, et que finalement mon expérience du retour en Catalogne quand j'étais étudiante, à la fin des années 80, ça a été vraiment l'expérience une expérience assez douloureuse est exagérée, mais légèrement traumatisante, de ce que les gens qui parlaient ma langue n'avaient absolument pas les mêmes sources, les mêmes modèles, les mêmes référents que j'avais moi à travers de l'histoire de ma famille, qui est une histoire qui est très fortement marquée par ailleurs par la génération des grands-parents qui étaient des antifranquistes avec des armes différentes selon la branche, mais qui étaient des antifranquistes très actifs, et des catalanistes très actifs, dans le sens ancien de catalaniste, qui n'est pas exactement le même qu'aujourd'hui, qui était celui de la défense et de la transmission et de la construction d'une certaine
j'allais dire, en même temps d'une certaine tradition et d'un certain projet porté par une langue. Donc, quand je suis arrivée à Barcelone, la première chose que j'ai découverte, c'est que les auteurs qui, pour moi, étaient les auteurs fondamentaux de la littérature catalane étaient tout simplement ignorés par mes condisciples de la faculté de lettres. Donc ça, c'était vraiment une expérience. Et je crois que c'est l'expérience qui était la base de mon retour en tant qu'éditrice, qui a été de dire, bon, bah, puisque vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître. C'est un peu comme ça que ça a commencé. L'expérience de traductrice, alors, avant de devenir éditrice? L'expérience de traductrice, ça a été justement au moment c'est-à-dire d'abandonner l'expérience catalane première. Je suis retournée en France après mes études universitaires, pour des raisons personnelles. Et j'ai commencé à traduire, j'allais dire de manière en réalité assez accidentelle. J'imagine que c'est le cas pour un certain nombre de gens qui sont arrivés à la littérature. Quand on dit accidentelle, dans le fond, on veut dire vraiment personnel. Mais il s'est trouvé que j'ai quitté la Catalogne pour le Chili. Au moment où je me suis mariée, je suis arrivée à un territoire qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de la rencontre. Hein. J'en suis désolée. Mais le cadeau de mariage que m'a fait ma grand-mère, ça a été la traduction au catalan des Misérables de Victor Hugo. Ça a commencé comme ça. J'ai mis beaucoup plus de temps à le traduire que Victor Hugo à l'écrire. Et entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini, je suis passée d'être jeune fille, comme on disait avant, à être mère de famille. Donc quand je relisais les épreuves et que je lisais le chapitre de Cosette allant à la source, alors que j'étais devenue mère d'une petite fille, alors que ça m'avait exaspérée au moment de le traduire, je pleurais à chaudes larmes au moment d'en réviser les épreuves. Donc ça a été le baptême de feu. Et à partir de là, j'ai travaillé à la traduction d'une part de romans tout à fait, j'allais dire, tout à fait négligeables pour des raisons alimentaires. J'ai traduit toutes sortes de romans français de consommation courante. On va pas dire de nom. Non. Et en même temps que j'ai travaillé à certains textes classiques, Les Misérables, puis la trilogie Vautrin de Balzac, qui a été une aventure de traduction passionnante, Duras, Trieux La Rochelle, Camus. Bon, il y a eu quelques grands compagnons de voyage. Et la traduction, ça c'est une chose qui est intéressante aussi, peut-être. Traduire du français au catalan, c'est beaucoup de choses, mais c'est notamment traduire d'une langue dotée d'une académie depuis des siècles, où la construction d'un standard littéraire, de cette espèce de langue au-dessus de la langue qu'est la littérature, est une construction déjà très, 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 très avancée. On peut dire qu'en France, la langue écrite, c'est un peu l'impression que j'ai moi en la traduisant, a avec la langue orale, j'allais dire un rapport, presque une distance comparable, sous certains aspects, à la distance entre l'arabe littéraire et l'arabe parlé. Il y a vraiment la langue littéraire française, c'est une espèce de, j'allais vous dire, presque de religion. En catalan, absolument pas. La langue parlée n'est absolument pas divorcée a priori de la langue écrite. Cette séparation n'a pas été accomplie. L'académie est un phénomène qui existe depuis seulement un siècle en Catalogne. Elle a été par ailleurs dans son œuvre interrompue par le franquisme qui a entre autres choses interdit le catalan, l'usage public et écrit du catalan. Donc l'académie naît et au bout de quelques lustres à peine est interrompue dans sa tâche. Et par conséquent, j'allais vous dire, la jurisprudence littéraire en catalan est très, très, très différente de la jurisprudence française. Donc, quand on traduit Balzac, au-delà des difficultés, disons, anthropologiques et sociales, comment restituer la distance entre la noblesse de cour et la noblesse provinciale, comment restituer le langage des courtisanes et des journalistes, etc., etc. Il y a ce sujet de comment transmettre le rapport de l'écrivain
à la tradition littéraire à laquelle il appartient. Et c'est là, je pense, qu'est l'aspect le plus passionnant du travail du traducteur. C'est comment retrouver la place de l'écrivain dans sa traduction et comment retrouver, dans certains cas, son extrême obéissance et son extrême respect, ou au contraire, son extrême subversion. Et donc, comment on fait tout ça? Et pour le résumer, Hugo, qui a ces chutes sous forme de phrases qui sont des grandes phrases d'Hugo et qui sont grandes dans tous les sens, c'est-à-dire ça se déploie comme des mouvements de cap, ça n'en finit pas de subordonner. Vous faites ça en catalan et la phrase est tout simplement mortelle et divorcée du monde des possibles réels. Par conséquent, il a fallu, pour faire les grandes phrases et les grandes chutes d'Hugo, faire le contraire, c'est-à-dire être lapidaire absolument. Ça, c'était très drôle. Comment convertir toute cette subordination en une espèce de devise presque de cimetière, quoi. Et pour arriver au même endroit, qui est vraiment la stupéfaction devant cette phrase. Donc ça fait partie des réflexions et des observations qui m'ont accompagné pendant une quinzaine d'années, à peu près. Et là, tu as abandonné la traduction pour te lancer dans l'aventure de l'édition, où tu publies beaucoup de traductions. Oui. Et pour en revenir au début, donc, tu as repris une maison d'édition, en fait, qui était la maison fondée par ton grand-père en 1946. Il l'a fondée en 1955, 59, enfin c'est un peu en deux étapes. Est-ce qu'on peut en dire un mot alors? Oui. Ça a à voir avec cette idée de quelle tradition littéraire parle-t-on quand on parle de littérature catalane. Disons que la littérature catalane moderne, tu as dû en parler hier, ça naît... comme je n'étais pas là, je sais... Non. La littérature catalane ressurgit, disons, avec force et avec des écrivains qui ont vraiment une dimension artistique importante, disons à la fin du 19e, et les premiers sont vraiment des pionniers, c'est en quelque sorte ceux qui doivent défricher et qui doivent livrer cette grande bataille qui est comment donner une forme écrite à quelque chose qui pendant des siècles est devenu extérieur à l'écriture littéraire. Et quand on entre dans le XXe siècle, le roman commence à naître véritablement. Donc, si vous voulez, la naissance du roman en catalan, elle est en même temps médiévale et en même temps, elle est tout à fait contemporaine. Une des très nombreuses choses qui sont détruites par les conséquences de la guerre civile, c'est précisément cet essor artistique. Et par conséquent, il y a toute une génération d'écrivains et d'intellectuels de langue catalane qui prennent le chemin de l'exil et qui sont perdus pour la société catalane, pour certains d'entre eux définitivement, pour d'autres très durablement. Donc il y a une étape longue pendant laquelle ce public qui était en train de se construire autour d'une littérature en catalan disparaît totalement, il se fragmente et par conséquent l'un des premiers objectifs des écrivains et des journalistes culturels et des éditeurs catalans à partir de 1947, qui est le moment où le régime lève l'interdiction de publier, c'est de reconstruire ce public en créant des projets éditoriaux qui soient capables de reconstituer quelque chose qui ressemble à ce qui avait été perdu dans les années et qui s'était construit dans les années 20 et 30. L'une des maisons d'édition qui naissent, c'est précisément Clopădito, celle dont je m'occupe, qui est fondée, et en ça elle se distingue des autres, par deux exilés au moment de leur retour, qui sont Joan Charles et Xavier Benguerel, qui sont deux exilés qui sont romanciers. Et la vocation, c'est véritablement de créer une plateforme où puissent publier
cette fournée d'écrivains qui avaient fait ses débuts immédiatement avant ou pendant la République, qui est vraiment une génération qui a eu à peine le temps de mettre le pied à l'étrier et qui immédiatement s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre le dialogue avec le public, en même temps qu'évidemment l'écriture, elle, s'était poursuivie. Et au moment où Club Podito se fonde, le projet est également un projet qui a un propos qui est très éminemment politique, c'est-à-dire que ce sont des combattants qui le fondent, ça aussi c'est important de le souligner. Dans le cas de mon grand-père, combattant stricto sensu, c'est un ancien soldat qui constate que le moment de la lutte armée, visiblement, est passé et qu'il faut trouver une autre arme. Et véritablement, c'est l'objectif de la maison d'édition que de constituer une arme contre ce régime contre lequel il n'est plus possible de lutter par la force armée. Et en quoi ça se traduit? La vocation de cette maison d'édition, et en ça il se distingue de certaines autres, n'est pas de redonner la parole à la génération d'auteurs qui étaient, disons, les modèles des années 20. Et c'est de donner la parole à ceux qui n'avaient pas encore véritablement commencé et qui d'une certaine manière, recueillent sous forme de littérature l'expérience immédiate. L'idée, c'est de convoquer le public autour des œuvres surgies de l'expérience commune qui vient de se produire. Et donc, c'est la maison d'édition où publie Mercè Rodoreda, qui à l'époque postulait et échouait à tous les prix littéraires, parce qu'il y avait déjà des prix littéraires, ça c'est rigolo, de penser qu'on interdit une langue, on interdit une littérature, et dès que l'interdiction se lève, les prix refleurissent. C'est l'une des premières choses qui refleurissent. C'est étonnant quand on pense à un système littéraire, parce qu'on pourrait se dire que les prix sont la chose la plus négligeable. Eh bien non. Donc Mercè Rodoreda présentait ses romans aux 2 prix littéraires existants à l'époque, et de manière systématique, elle échouait. Et elle n'a pas échoué à rentrer à Club Podito, et c'est là qu'a commencé sa carrière littéraire, à proprement parler. Il y a eu d'autres écrivains vraiment importants, comme Blai Bounet, qui est l'auteur d'un roman traduit chez Fédérope qui s'appelle La Mer, que je vous recommande, qui est un roman fascinant, qui se passe dans un sanatorium où il y a des fils de paysans pauvres, adolescents, atteints de tuberculose, qui en réalité sont censés traiter la tuberculose et qui savent très bien qu'ils sont en train d'agoniser. Et c'est vraiment la tuberculose comme fruit des actes de leurs parents. C'est l'enfance qui a assisté à l'atrocité, en quelque sorte. C'est un roman vraiment important et vraiment magnifique, finalement, sur la guerre civile, qui date de... Il a été écrit en 1958, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Enfin, il a été publié en 58, mais le début de l'écriture de Mar, c'est la fin des années 40, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y est mis très 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 vite, et ça fait partie de ces prodiges d'un premier roman écrit par un jeune homme de 20 ans qui est capable de prendre une distance avec le traumatisme de manière immédiate qui est vraiment troublante. Je vous recommande vraiment la lecture de ce texte. Et bon, Club Podito s'est construit comme une maison d'édition de romanciers contemporains qui reprenaient la parole, et très nettement, j'allais vous dire, contre le franquisme. C'était quelque chose d'évident. Et au-delà de ça, ça se traduit aussi en un projet littéraire commun, qui est de sortir de l'étape antérieure, qui était... Je pense que dans les années 20, il y a en Catalogne un mouvement artistique qui, dans le fond, souhaite être autre chose que ce qu'il est, qui souhaite se dégager de cette rusticité, de cette condition d'une littérature qui vient d'éclore de nouveau et qui, par conséquent, garde des traits, comment vous dire, de la réalité brute. Une littérature qui n'est pas encore sortie de la gangue, qui la rend magnifique d'ailleurs, mais il y a tout un mouvement, je dirais, citadin, qui par ailleurs associé assez curieusement à... C'est ainsi, vous voulez, là ça va être un peu peut-être grossier, un peu simpliste, mais quand même, pour vous situer, c'est un mouvement qui n'est pas loin d'Action française.
C'est cette idée de la romanité, cette idée de la tradition ancienne qui reprend le dessus sous une forme sociale et littéraire. Et il y a comme une espèce de fascination, disons, pour un projet qui consisterait à se détacher de cette gangue et à construire quelque chose d'idéal, cette idée d'une haute culture, aspirer à la haute culture, ce qui donne une littérature qui est très intéressante idéologiquement, en même temps que peu vigoureuse, disons. Dans le mouvement des écrivains du club de Club Edito, il y a vraiment une réplique à ce mouvement-là et une volonté très nette et très explicite, au contraire, de redonner la gangue de la réalité, de dire les tâches, de dire les ombres, et d'utiliser une langue la langue qui a été parlée dans les conflits et qui a été parlée vraiment, j'allais vous dire, dans la guerre elle-même, c'est-à-dire de faire entendre les voix. C'est une littérature qui passe beaucoup par la voix. Et c'est en ça une littérature qui devient extrêmement puissante, parce qu'elle s'adresse à un public qui a cessé de fréquenter l'école en catalan, qui a perdu toute forme de formation à l'écriture en catalan, qui est complètement hispanisée, et qui, grâce à cette production littéraire, découvre qu'il est possible de marier l'artiste et, pour être très simpliste, l'homme de la rue, sans formation, sans éducation. Et Club Edito, c'est un tout petit projet, parce que c'était 4 titres par an. J'ai rencontré une quantité incroyable de gens qui m'ont dit « j'ai lu en catalan grâce à leurs livres », parce que c'était les seuls où j'avais l'impression d'entendre ma langue. Et ça, c'est vraiment un trait constitutif, et c'est un trait artistique, je pense, qui est important. Et je pense que d'une certaine manière, ça oriente le projet encore aujourd'hui, même si évidemment on n'est pas du tout dans cette difficulté-là, dans une autre, mais je pense qu'il y a cette idée de quelle est la langue qui accueille et quelle est la langue qui exclut. Je pense que c'est une vraie réflexion. Donc ça, c'était le premier Club Edito. Oui. Et comment ce parcours-là s'est terminé? Et quand l'autre projet, le tien, est arrivé, qu'est-ce qu'il a repris de l'ancien, de celui qui lui précédait? Le Club Edito a été dirigé par Joan Charles jusqu'à sa mort en 83. À sa mort, sa veuve, qui était déjà très présente dans l'étape antérieure, a poursuivi, s'est rapidement aperçue qu'elle avait besoin de quelqu'un, elle avait besoin elle ne pouvait pas travailler seule, et ça coïncide, les années 80 sont une année d'éclosion de projets littéraires et de projets éditoriaux. C'est vraiment le moment où le premier grand tissu éditorial en Catalogne se construit. C'est un moment de renouveau, c'est un moment aussi de changement d'outils, de public, d'attente, d'inquiétude. C'est le fameux moment du tourner la page. Donc il y a toute une part du projet de Club Edito qui devient en quelque sorte caduque si on pense aux années 80. Ou en tout cas si on pense au mainstream des années 80. Et donc alors directrice de la maison, ma grand-mère, s'est associée à de jeunes éditeurs qui étaient les éditeurs de Columna, et on peut dire qu'en ça elle a eu le talent à 70 ans de faire le grand écart, parce que c'était à l'opposé, c'était vraiment un trio d'hommes qui voulaient fonder une maison d'édition qui soit absolument à la mode. La notion de mode, de faire entrer la mode dans une maison d'édition, de faire sortir la littérature catalane de cet endroit qui est un endroit plein de prestige et en même temps plein de fantômes. L'édition catalane représentait peut-être pour les nouvelles générations à l'époque, un phénomène de résistance et par conséquent un phénomène qui appartenait au passé. Et il s'agissait de faire le saut vers quelque chose finalement de beaucoup plus léger, pouvoir se dire qu'on lisait en catalan parce que simplement on avait envie de passer le temps dans sa propre langue. Columna représente vraiment ça, cette tentative. Et je crois qu'il y a eu une véritable et mutuelle séduction entre ce trio de jeunes types assoiffés
j'allais dire, de succès. Et cette vieille dame qui venait de la lutte antifranquiste, en même temps qu'il y a eu évidemment un échec total à s'entendre, mais total. Et donc le projet a en quelque sorte périclité, pour des raisons qui ont à voir avec les transformations éditoriales en Catalogne comme partout. C'est le moment où les maisons d'édition indépendantes commencent à trembler devant la croissance des groupes. Column, l'associé, a été racheté par Planète, qui est en même temps une maison d'édition familiale et l'un des plus grands groupes d'édition du monde. Et donc Club s'est retrouvé de manière tout à fait accidentelle dans la galaxie de Planète, où il est devenu en quelque sorte un cadavre en vie, dans la mesure où certains de ces titres demeuraient des titres vivants. La place du diamant de Rodulez était une lecture obligatoire dans les années 90 pour les étudiants du secondaire. Donc il y avait quelques titres qui étaient réédités en permanence, et le reste était vraiment un cadavre. Là-dessus, au début des années 2000, Planète, qui a quand même la vertu d'une certaine cohérence, d'une certaine capacité à faire des diagnostics, a constaté que Clopodito était un projet totalement aberrant, enfin que ça n'avait aucun sens de conserver l'existence d'une chose si cette chose-là était morte, et a adressé à ma grand-mère une proposition qui était que soit elle vende ses parts à Planète et Clopodito allait devenir quelque chose qui dépendait absolument de ce groupe, soit au contraire, elle rachetait à Planète ses parts et ça redevenait une maison d'édition indépendante. Donc, au moment où cette proposition a eu lieu, moi j'étais sur le point de partir au Chili, j'étais traductrice, j'avais, oui, renoncé, disons, à renoncer plus ou moins à vivre en Catalogne, enfin, c'était pas le sujet. Mais c'était trop tentant. Enfin, ça fait partie de ces choses qui vont très vite. Une maison d'édition qui représente ce que représente celle-là, qui possède un catalogue qui inclut des auteurs qui sont vraiment les plus magnifiques qui soient dans cette langue, accepter que ça soit repris par Planète, c'était tout simplement pas possible. Donc, j'ai racheté non seulement les parts de Planète, mais les parts de la grand-mère. Ce qui était une manière de dire, voilà, dorénavant, c'est autre chose. Ça n'est pas familial, c'est autre chose, et ça a la liberté de prendre la direction que je voudrais. Alors j'ai très vite cherché, évidemment, un associé. Pour ce que je te disais par ailleurs, c'est que j'ai une formation qui me rendait très peu apte à avoir, comme on dit, du pif, parce que mon pif avait été déterminé par des critères absolument français, que je n'avais pas du tout la trajectoire de mes, comment on dit ça, congénères, c'est pas terrible, mais enfin de mon public, et que j'avais absolument besoin de quelqu'un qui connaisse le monde de l'édition, mais pas seulement le monde de l'édition, qui connaisse la société et son expérience de la culture pour pouvoir jouer la partie, parce qu'évidemment il faut jouer cette partie-là. Et donc j'ai fonctionné pendant 3 ans en association avec un éditeur qui est Vicious de 1984, que j'aime bien, et avant finalement de m'affranchir, c'est-à-dire de reprendre finalement les brides en m'installant cette fois à Barcelone, en ayant fait un certain apprentissage, en ayant fait un nombre assez considérable j'allais vous dire d'échecs magnifiques, parce que c'était des échecs avec des écrivains qui ont du succès par ailleurs dans bien des langues. Donc c'était, je me disais vraiment, j'ai une difficulté d'échange très grande avec mon public, ce qui est une catastrophe pour un éditeur, et il a fallu apprendre à le connaître. Par ailleurs, je pense quand même qu'en même temps que j'ai appris à le connaître, il lui est arrivé des choses à ce public qui l'ont énormément rapproché j'allais te dire, de mon propos, qui était... alors, quel est le rapport avec le projet antérieur, me demandais-tu? C'est difficile disons... Le premier souci de cette maison d'édition au moment où elle se fonde, c'est la volonté de faire une littérature qui puisse avoir
une acceptation populaire, c'est-à-dire il s'agit de s'adresser non pas à un cercle d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels pour reconstituer le milieu, il s'agit d'une ambition beaucoup plus haute qui est de se diriger à des gens qui n'ont pas forcément fréquenté la littérature. Il s'agit de les attirer vers la littérature comme territoire où l'on parle dans une société où l'on ne parlait pas. Donc cette volonté populaire, c'est une volonté sociale. C'est avant tout reconstituer le public en attirant à soi des gens qui n'ont rien à voir avec la littérature. Quand je suis arrivée, moi, dans les années 2005, on était à l'extrême contraire, c'est-à-dire qu'il y avait eu un développement réussi d'une édition très commerciale qui consistait à publier en catalan ce que les gens avaient envie de lire parce que c'était des livres écrits par des personnages plus ou moins médiatiques, parce que c'était des sujets qui étaient vaguement dans l'air, mais dans l'air, dans un... comment dire, c'est pas gentil, mais disons, imaginez des becbédères partout, c'était un peu ça. Et c'était vraiment, voilà, ce qu'on peut faire en catalan, c'est ça. C'est cette espèce de consensus, mais de consensus mondain, bien plus que social. Et c'était ça ou rien. Et puis, il y avait certains romanciers, mais qui avaient une manière de faire des romans qui était aussi presque de recette. C'était un peu la recette de la baguette aussi. Voilà, c'était ça ce qu'on faisait en catalan. Donc quand j'ai repris la maison d'édition, il m'a semblé que le seul moyen d'être fidèle à cette maison d'édition, c'était de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de m'adresser à un public d'écrivains et de faire des textes qui sont des textes, d'une certaine manière, qui cherchent peut-être moins une communication immédiate avec le public et peut-être davantage à pousser les limites de ce qu'on peut faire quand on écrit, de ce qu'on peut dire quand on écrit. Et ça a été peut-être de cultiver justement, de revendiquer qu'en catalan on pouvait publier des textes dont la vocation n'était pas populaire. Je ne dis pas que je suis restée là, mais je crois que c'est ce que j'ai commencé par faire. Et par exemple, des textes de quel type ou de quels auteurs? Parce qu'il y a eu aussi une reprise des textes déjà publiés dans l'ancienne maison d'édition, souvent censurés d'ailleurs, que tu republies dans une nouvelle version et qui souvent t'amènent à récupérer des chapitres qui n'existaient pas dans la première version. Oui. Et voilà, il y a des publications qui aujourd'hui nous font lire ce qu'avait écrit au départ, je ne sais pas, ne serait-ce que Marcelo Doleda avec La mort et le printemps, oui. qui est une nouvelle édition qui vient de sortir l'an dernier. Oui, en novembre. Il y a d'une part, c'est ça, d'une part il y a un travail de récupération, disons, dans ce mouvement d'un peu à contre-courant, finalement c'est peut-être ça, quand on revient, quand on est émigré, qu'on ne fait pas partie en quelque sorte de l'ensemble, effectivement si on va à contre-courant, autant y aller. Et une des choses qui était très nette quand j'ai repris cette maison d'édition, c'est que malgré la construction en 81 d'une école où l'on était formé en catalan, où la langue de l'école était le catalan, malgré l'existence d'un enseignement de la littérature et de la langue catalane, malgré la construction d'un corpus de littérature catalane à l'usage de l'école et de l'université, comme dans n'importe quel autre pays, le public lecteur en Catalogne, le public lecteur de langue catalane, continuait d'avoir tendance à découvrir la littérature en espagnol. Ce qui a deux explications. L'une, c'est que véritablement, l'offre est beaucoup plus riche en espagnol. Évidemment, on a en catalan une démographie limitée, donc on ne peut pas se permettre de tout faire, loin de là. Il est très fréquent que par conséquent, quand on décide de publier un auteur, on le publie partiellement. Pouvoir lire toute l'œuvre d'un auteur en catalan, c'est, pour ainsi dire, impossible. Il manquera toujours quelque chose. C'est une production lacunaire. Et en ça, c'est une production qui ne fonctionne qu'adossée à une autre langue. Ça, c'est une chose qu'il faut accepter. Et un point, c'est tout. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'autre qui était, je pense, un préjugé très fort sur le fait que lire en catalan, ça appartenait davantage au domaine, j'allais vous dire, presque de la politique ou de l'activisme ou du militantisme qu'au domaine de la littérature.
Voilà. On ne lisait pas en catalan parce que c'était intéressant de découvrir certaines œuvres qui s'étaient écrites en catalan. On lisait en catalan parce qu'on agissait positivement en défense d'une société et d'un pays. Évidemment, nombre de lecteurs de littérature ne sont pas militants et n'ont donc aucune raison de suivre ce courant. Donc il s'agissait de faire un travail qui était de mettre en valeur des écrivains, qui sont les écrivains classiques de la littérature catalane, en les changeant de place, j'allais vous dire. D'une certaine manière, beaucoup de lecteurs étaient persuadés que si on parlait de Mercè Rodoreda, ou si on parlait de Víctor Català, ou si on parlait de Segarra, ou si on parlait de Pla ou de Gaziel, ou d'un certain nombre de grands noms littéraires catalans, c'était d'un point de vue patrimonial. C'est simplement parce que voilà, c'est notre patrimoine, donc on en parle. Mais si on pense au concert littéraire, ça n'a pas de valeur. Il fallait agir contre ce préjugé. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire reprendre certaines figures littéraires qui sont transmises à l'école, et qui sont transmises à l'école en occupant une certaine place et en représentant un certain nombre de valeurs, et les mettre en cause. Vraiment les mettre en cause, les déplacer, montrer l'autre côté. Établir une autre forme de rapport entre les lecteurs et leurs écrivains. Et ça, c'est une chose qui est passionnante à faire, qui est ardue. Au début, c'était vraiment compliqué, mais qui s'est trouvé, et ça j'ai eu du bol simplement, qui s'est trouvé coïncider avec le moment de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apogée ou l'indépendantisme ou peu importe quoi, qui a été, je pense, très intéressant sous un certain point de vue. C'est que beaucoup de gens en Catalogne se sont posé la question de quelle est cette culture qui est la nôtre? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça rime à quoi? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quels sont les modèles? Quelles sont les sources d'inspiration qui se sont exprimées dans cette langue? Donc on est passé d'une étape, je dirais, de lassitude et de préjugés négatifs à l'égard d'un certain corpus littéraire catalan à une étape au contraire pleine de curiosité pour ce corpus et pleine d'ignorance. Et ce mélange de curiosité et d'ignorance, quand on sait jouer à peu près la partie, c'est merveilleux parce que pour le coup, on publie un roman comme un film, 13 000 mètres de Víctor Català, qui avait connu une seule édition en 1919. On le publie 100 ans après et c'est l'un des plus vendus de Sant Jordi. Et ça, c'est beau quand même. Parce que vraiment, qui est un roman qui avait absolument raté à l'époque, parce que justement, on lui trouvait toutes sortes de défauts populaciers. Et c'est possible d'établir un lien absolument nouveau entre des lecteurs de 20 ans et une dame qui écrivait 100 ans plus tôt dans une langue qui n'a absolument... qui est vraiment une langue exotique pour un lecteur contemporain, parce que c'est une langue qui appartient en plus à un monde matériel totalement disparu. Et ça, c'est une partie, je te dirais, étonnante, de voir qu'en 10 ans, le chemin parcouru est énorme, et qu'il est possible aujourd'hui d'établir une véritable discussion à partir d'œuvres qui, au moment où j'ai commencé, tout simplement n'existaient pas. N'existait pas. Gloire incertaine de Joan Chales, qui aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, cite-moi des classiques du XXe siècle en catalan, et ça viendra très 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 vite. Ça sera La Plaça del Diamant, Incerta Gloria. Quand j'ai repris la maison d'édition, c'était un titre que connaissaient certaines personnes de 75 ans, d'un certain cercle tout à fait restreint, et c'était totalement méconnu. Et on est passé de vendre en 6 mois ce qu'on vendait en 20 ans. Voilà. Mais de manière habituelle, pas une fois. Voilà. On en vend, et c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Parce que pourquoi est-ce que tout à coup ça devient riche? À côté de ça, c'était vraiment introduire, et ça, c'est là que c'est pas gagné la partie, c'était introduire des écrivains contemporains en d'autres langues qui ne soient pas totalement évidents. Et notamment introduire d'autres littératures, notamment en hébreu et en arabe à l'origine. Ça, j'avoue que j'ai pas triomphé, pour l'instant. Aaron Appelfeld, justement, je pense que... Enfin, bon, de toute manière, c'est un écrivain qui, en dehors de la France et de l'Allemagne,
a été peu traduit, hein, pour des raisons qui tiennent peut-être à l'agent littéraire qu'il représente, d'ailleurs. Et c'est un écrivain, je crois, magnifique et important, qui, en catalan, a été un triple échec, puisque j'en ai fait 3, et je n'ai pas réussi à convaincre de ce que ça valait la peine de le lire. Là, je pense que j'ai buté aussi sur en Catalogne, disons, le mouvement pro-palestinien est vraiment très, 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 très vivace et se traduit, je crois, en un rejet de tout ce qui vient d'Israël extrêmement fort. Et une chose qui est très drôle, c'est que les premiers à déclarer qu'ils ne reconnaîtraient pas la Catalogne indépendante sont les Palestiniens. Et ça, c'est curieux. Juste pour revenir quand même, parce qu'on parle de Victor Català, mais peut-être personne ne sait qui c'est. D'abord, c'est un nom masculin pour une écrivaine qui est une femme. Et donc, on peut peut-être dire 2 mots sur... parce que la grande publication de ces derniers mois, c'est tous les contes de Victor Català. Et donc, c'est en rapport avec ce que tu disais, le premier ouvrage de 1919, qui a un énorme succès aujourd'hui, alors que personne ne l'avait lu, mais tout le monde en parlait, on va dire, ou le citait. Et là, cette idée de publier tous les contes, le premier volume vient de paraître, c'est dans cette ligne-là, quoi. Victor Català est le nom de plume, Victor Català, d'une femme qui s'appelait Catalina Albert, et qui est née en 1869, et qui a publié, enfin non même pas, mais qui a présenté son premier texte publiquement à un prix littéraire dans les Jocs Florals, qui était un monologue dramatique qui s'appelle L'infanticide. Comme son nom l'indique, c'est le monologue d'une jeune fille de paysan qui raconte son amour et son essolement, et qui raconte son accouchement clandestin et qui se termine par la mise à mort de son enfant pour que son père n'entende pas les pleurs. C'est un monologue de 20 pages qui est magnifique. C'est vraiment... parce que c'est une écrivain, et ça la caractérise, qui a toujours affronté dans ses textes vraiment comment dire, le moment où les personnages, où la vie des personnages bute contre la réalité, mais bute comme vraiment un papillon contre un mur. C'est toujours ça, c'est toujours là qu'on arrive avec elle. Et c'est une écrivain qui, par ailleurs, était peintre et sculpteuse. Sculptrice, pardon. Et ça se sent dans son écriture. C'est quelqu'un qui... c'est pas seulement une littérature qui produit immédiatement des images extrêmement riches, c'est une littérature qui produit des formes, qui produit des sons, c'est une expérience sensorielle éclatante. Et c'est quelqu'un qui avait par ailleurs un domaine du langage. Enfin, quand vous regardez le grand dictionnaire Alcubemol, qui est en quelque sorte le Robert en 10 volumes, ou non, c'est pas vraiment ça, parce que c'est plus anthropologique que ça. Quand vous lisez Victor Català et que vous trouvez un mot dont vous ignorez le sens et que vous allez chercher à l'Alcubemol, il est fréquent que ce mot apparaisse avec une citation de Victor Català, et c'est elle, et seulement elle, qui l'a utilisé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait un répertoire linguistique absolument fou, en même temps qu'un regard qui était absolument merveilleux. Et quand on la lit, on a l'impression d'entendre un grand solo de jazz de ces gens qui ont une énergie inextinguible. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'excitant à la lire. C'est waouh, elle est capable de tout. Et pourquoi j'ai pris cette direction? Pour vous dire que l'infanticide a gagné le prix théâtral auquel elle avait postulé, évidemment de manière muette, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qui était l'écrivain. Quand on a découvert que l'écrivain était une femme, ça a été un grand scandale, ce qui l'a amené à choisir un nom de plume pour pouvoir continuer d'écrire ce qui lui chantait sans être embêtée. Et elle a vécu pratiquement 100 ans, et elle n'a jamais cessé d'écrire.
Et elle a écrit de la poésie, elle a écrit du théâtre, elle a écrit une centaine de récits et elle a écrit 2 romans, dont Solitude, qui est son chef-d'œuvre, qui est vraiment une œuvre, qui est vraiment un chef-d'œuvre, et qui en même temps est cette œuvre qui a en quelque sorte annulé tout le reste, notamment dans la transmission à travers l'école et à travers l'université. Et c'est vrai qu'en Catalogne, on a un dicton d'ailleurs qui est très significatif qui dit dévêtir un saint S-A-I-N-T, pour en vêtir un autre. Cette idée qu'il ne peut jamais y avoir qu'un élu, mais un. Et c'est vrai dans tout, notamment dans la vie intellectuelle. De chaque question, on n'a qu'un spécialiste, pas 2. Donc la dialectique, c'est compliqué en Catalogne. Mais tout ça pour vous dire que, en quelque sorte, Solitude a fait du tort à l'ensemble de l'œuvre, parce que Víctor Català est connu de tout le monde en Catalogne pour Solitude, et la grande majorité, je ne dis pas des lecteurs, mais même des écrivains, n'a jamais lu les récits de Víctor Català. C'est quand même une centaine de récits, écrits entre la fin des années 90 du XIXe siècle et les années 50. Parce que comme elle a vécu très longtemps et qu'elle n'a jamais cessé d'écrire, de fait, le premier livre qui est publié après la prohibition du catalan par le franquisme, c'est un livre de Víctor Català qui s'appelle Mosaïque. Et c'est maintenant qu'on est en train de la travailler, en réalité pour des raisons tout à fait anecdotiques. C'est que, entre autres malheurs, elle a eu celui d'avoir un neveu qui est celui qui a pris en charge la gestion de l'œuvre et qui était tellement jaloux de bien faire qu'il ne laissait pas faire, ce qui est assez habituel. Enfin, on en connaît beaucoup quand on édite. Et par conséquent, il a fallu faire un travail vraiment d'antichambre très, 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 très long avant de pouvoir acquérir les droits de ses œuvres et la rééditer. Et c'est vrai que le travail qu'on est en train de faire maintenant, qui est de récupération de toute son œuvre en prose, on va voir où ça nous mène, parce qu'on va voir justement dans quelle mesure on a un public qui est prêt à faire une grande traversée, et non seulement à découvrir quelque chose d'intéressant, mais à explorer l'œuvre de l'un des grands artistes, si vous voulez, en catalan, jusqu'où on va réussir à avoir cette complicité-là. Pour l'instant, on a commencé par le premier volume des années franquistes, justement des années 50, et je crois que ça s'est bien passé. Pour l'instant, les signes sont bons. Mais c'est vrai que imaginez que... C'est difficile de faire une analogie, mais c'est ça. Imaginez que le rapport des lecteurs français avec leur littérature ne soit pas avec l'ensemble des œuvres, mais avec un titre de chaque. C'est un peu ça, la situation de la Catalogne concernant la littérature. On connaît un titre d'un tel, un titre d'un autre. On n'a pas la vision d'ensemble de ce qu'a voulu faire cet artiste depuis qu'il a commencé jusqu'au moment de sa disparition. Et par conséquent, ça a quelque chose un peu de presque sportif, j'allais vous dire, parce que c'est voilà, combien de points marque telle œuvre, et non pas quelles sont les obsessions d'un écrivain, comment évolue-t-il à travers le temps, comment change-t-il la manière dont il s'adresse au public, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce rapport-là, et il s'agit de travailler ça, le rapport entre l'artiste et son public. Donc là on a non pas la reprise, puisque c'était d'une certaine manière oublié de la totalité des textes d'un écrivain, par exemple. On a les traductions à partir de toutes les langues, enfin des langues du monde, on va dire, même si ça se réduit à quelques-unes, oui, sur le plan pratique, bien entendu, y compris de l'occitan, d'ailleurs. Oui. La maison d'édition publie des traductions de l'occitan vers le catalan, Joan Baudou pour ne pas le nommer. Et puis il y a aussi les jeunes auteurs, vraiment tout jeunes, qui viennent d'apparaître et que la maison s'emploie à publier, à faire connaître. Là, c'est un troisième volet qui est très important aussi. C'est un volet qui est en train de prendre beaucoup d'essor dans les derniers temps. J'imagine qu'il fallait faire ce travail j'allais dire, il fallait délimiter notre champ pour que de jeunes écrivains s'identifient avec le projet et choisissent de frapper à notre porte. Pendant un temps relativement long, effectivement, on restaurait
des œuvres qui avaient déjà été publiées et qui avaient été oubliées et qui méritaient absolument d'être transmises. On introduisait des œuvres écrites dans d'autres langues. Ça a dessiné petit à petit un territoire avec lequel certains écrivains se sont identifiés et on a donc commencé à publier. Il s'est passé une chose curieuse, c'est que on a publié énormément d'écrivains de Majorque qui écrivent en catalan, donc en ça, ils font partie de cet ensemble qu'on appelle littérature catalane. On ne parle pas de littérature majorquine, la langue est la même. Par contre, le rapport à la langue et j'allais dire la position des écrivains de Majorque a quelque chose qui la distingue des écrivains du continent. En quelque sorte, ce sont les Cubains d'Amérique latine. Il y a quelque chose de ça. D'abord, il y a un rapport au langage qui les rend très différents. Peut-être aussi parce que Majorque a fait... Majorque était une espèce de... Par où commencer pour ne pas trop se disperser. Majorque est un territoire qui était très archaïque encore dans les années 50-60. Il n'y avait pas eu le phénomène de l'industrialisation, il n'y avait pas eu l'exode rural. C'était vraiment... en quelque sorte une société d'ancien régime méditerranéenne, qui a été totalement métamorphosée à partir des années 20 par le tourisme, mais par un tourisme qui en plus était un tourisme artistique. Donc il y avait d'un côté ce monde paysan quasi féodal, de l'autre une communauté cosmopolite qui, mais même avant, c'est-à-dire c'était les trans du monde entier dans les années 20, c'était l'homosexualité, c'était les grandes drogues, c'était le scandale total. Et ça a vécu en assez bonne harmonie finalement. C'était quelque chose d'étonnant. Et les écrivains de Majorque, et je parle des écrivains qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, je ne parle pas de la génération antérieure, ont d'une part les pieds dans cet univers paysan, qui est vraiment un univers dont le monde matériel est ancien. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont du vocabulaire, c'est des gens pour qui le monde est peuplé de choses qui ont disparu pour les autres. Et ça, c'est une chose qui est fascinante. Et en même temps, ils sont, j'allais dire, à la pointe de la débauche, par bien des côtés. La littérature homosexuelle la plus hardie est sortie de Majorque. Et elle a, en même temps, autour d'elle, cet univers paysan qui est extrêmement présent. Et quand je dis paysan, je veux dire d'être capable de nommer toute chose vivante, d'être capable de distinguer les pierres, les écorces, les outils, d'avoir eu accès à la littérature d'abord sous forme orale à travers les mères et les grands-mères. C'est cet univers-là. Et ça donne quelque chose d'absolument singulier, qui a une conscience aiguë de la disparition d'une part, par ailleurs du fait que les principaux agents de la disparition, c'est soi-même. Ce n'est pas un ennemi qui est quelque part à l'ouest, c'est soi-même. Et qui travaille énormément à partir de ça, c'est-à-dire cette idée qu'on travaille à partir des fantômes, qu'en quelque sorte la littérature est une espèce de créatrice de fantômes. Et je dois dire que la littérature de Majorque me paraît passionnante. Donc il s'est trouvé que dans une première étape, on était devenu une espèce d'ambassade de Majorque sur le continent. Tous les écrivains qu'on publiait étaient des écrivains insulaires. Et si on avait dû leur trouver par ailleurs des frères d'armes en France, je pense que Michon aurait été assez proche. Le Michon des 11, par exemple, qui a cette conscience d'un substrat et des fantômes. Ou même de, comment s'appelle ce livre merveilleux qui a un nom de source, La Grande Bonne. La Grande Bonne, oui. On est là, à peu près. Alors ensuite, on a réussi finalement à convaincre des écrivains continentaux que ça pouvait avoir un sens de publier à Clopédito également, et donc on a élargi la palette, et ce printemps a été un printemps très beau, parce que justement on a publié deux écrivaines, qui l'une est l'auteur d'un petit volume de récits, l'autre est l'auteur d'un roman qui s'appelle Palmagel, qui sont des projets d'ailleurs très différents entre eux, et qui ont eu un succès de public
j'allais te dire, très déroutant, parce qu'on ne sait jamais, on peut tomber amoureux d'un roman et en même temps ne pas du tout être sûr que ça va prendre. Et ça a pris. Et dans le cas de Paul Magel, c'est particulièrement réjouissant parce que c'est un auteur qui est poète, qui a publié de la poésie pendant un peu plus de 10 ans avant de publier ce premier roman avec nous. Et je crois que c'est un roman qui réunissait tous les traits anticommerciaux qu'on pouvait souhaiter. Anticommerciaux, évidemment, depuis le point de vue de ce public, qu'est le public catalan. Je pense qu'en ça, il y a une différence aussi. Je crois que le public catalan est assez nettement plus candide que le public français dans ses goûts. Il y a quand même l'idée que c'est agréable quand ça se passe bien dans un roman, quand les gens ne vivent pas des choses trop compliquées, trop dures. C'est mieux qu'il n'y ait quand même pas trop de guerres. Ou s'il y a des guerres, il faut que ce soit un écrivain africain, mais un écrivain catalan, c'est un peu plus embêtant. Et c'est vraiment quelque chose de pesant. Il y a toujours cette idée que, on en parlait tout à l'heure avec Sophie, c'est pas seulement en Catalogne, mais cette idée que ce serait bien de publier des livres qui soient rigolos quand même. Et Eva Balthazar, elle est très rigolote. Et sa narratrice est pleine d'un sens de l'humour extrêmement cinglant et extrêmement irrévérent. N'empêche que cette narratrice, c'est quelqu'un qui a une passion pour le suicide, qui a des rapports familiaux absolument exécrables et une attitude à l'égard du monde qui est d'hostilité et de défi total. Donc c'est pas rigolo. Et ça a été merveilleux. C'est par ailleurs un roman où la narratrice est lesbienne et elle parle de ses rapports avec sa mère, avec sa sœur, avec sa nièce et avec ses maîtresses. Il y a un homme, l'ombre d'un homme qui apparaît à un moment donné dans un chapitre, qui est son père. Et ça s'arrête là, le monde masculin est totalement absent. Et au moment de rédiger la 4e de couverture, on se disait, mais comment on va faire pour parler de ce livre, pour cacher la lumière sous le boisseau? Parce que finalement, si on dit ce que c'est, tout le monde va nous dire, mais c'est impossible de lire un truc pareil. Bon, évidemment, on a fini par rédiger une 4e de couverture qui ne cachait pas la lumière sous le boisseau. Et la réaction du public a été immédiate et flamboyante. Et une chose qui est très belle, c'est que c'est un bouquin qui est énormément lu par des lecteurs hommes. Et ça fait totalement tomber l'idée que la littérature qui traite du monde des femmes est lue par les femmes. C'est extrêmement réconfortant de le voir. C'est une écrivain qui a un pouvoir d'écriture extraordinaire. C'est une poète qui a pris la parole. Et ça, c'est une poète et philosophe d'ailleurs. Parce que ça, c'était rigolo aussi dans l'une des interviews nombreuses qu'on lui a faites récemment. On lui demandait, mais quelles sont les écrivaines que tu lis, en établissant d'emblée que c'était quelqu'un qui avait lu des écrivaines. Et elle a répondu, mais j'ai lu surtout des hommes parce que j'ai lu surtout des philosophes. Et c'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui... c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est quelqu'un de très jeune aussi. C'est quelqu'un qui a 38 ans. Et donc on est là. Très bien. Donc on t'écouterait pendant des heures. Et le catalogue est tellement riche. Non, on ne pose pas de questions l'après-midi. Ah, elle l'a dit, mais avec l'accent catalan de Barcelone, on ne comprend pas quel est le nom. Non. Elle s'appelle Eva Balthazar. Eva Balthazar. Non, le nom titre. du roman, c'est Père Magel, en français, ça serait Permafrost. Ouais. Et ça désigne cette couche de terre qui ne dégèle jamais, proche des pôles. Ouais. Non, vous avez raison. C'est Permagel, ou si ça paraît en français, ça sera Permafrost. Permafrost, ouais. Le titre est trouvé pour la traduction. Donc voilà. Comment ? Oui, non, pas encore. Il a paru il y a 2 mois et demi. Donc oui, bon voilà, merci beaucoup, c'est vraiment d'une richesse.